Voilà, sur cette première table ronde de ce colloque BI sur la commande publique européenne, état de la question, nous allons avoir une analyse sur les tendances dans deux domaines. Ce sont les marchés d'innovation et puis les marchés dits verts. Vous nous expliquerez tout ça dans quelques instants. Mes deux intervenants sont donc François Licher, à mes côtés, professeur agrégé de droit public, directeur de la chaire de droit des contrats publics Jean Moulin Lyon 3, membre du comité de rédaction du bulletin juridique des contrats publics, représentant également une très belle ville de France aussi. Et puis à distance, c'est là que l'animateur croise les doigts, fait tout un tas de choses pour que cela fonctionne avec la régie. Ivo Locatelli, expert senior à la Commission européenne, chef d'équipe achats stratégiques dans notamment les domaines de l'innovation, les achats verts et sociaux. Ivo, me recevez-vous? Bonjour. Et là, on n'a pas le son du Zoom, dit-on dans l'oreille gauche, puisque pour ne rien vous cacher, je me fais susurrer tout un tas de mots doux dans l'oreille gauche. Voilà, c'est mon petit plaisir ce matin. Eh bien, nous allons faire l'inverse, monsieur le professeur. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va tenter de rejoindre Ivo Locatelli dans quelques instants. Et donc, avec vous, François Licher, nous allons évoquer l'achat vert en Europe. Je vous passe ici même ce qu'on appelle un Pavlov. Donc pour avancer, c'est le gros bouton vert. Et pour reculer, c'est le bouton rouge. Et on va vous ouvrir votre micro. Nous avions 25 minutes à deux, donc vous faites la division vous-même. On va vous l'ouvrir. Vincent vous l'ouvre. Bonjour à tous. Vincent, est-ce qu'on peut ouvrir le micro du professeur Licher, s'il vous plaît ? À moins que quelqu'un se soit amusé à l'éteindre. C'est possible, c'est même ça. Bonjour à tous. Toujours pas. Si, ça va bien se passer. Voilà. Oui, ça a l'air bon. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. J'ai prévu un PowerPoint, donc je pense qu'on peut le lancer. Oui. Est-ce qu'on peut lancer? Il est là, regardez, il est à droite. D'accord. Voilà. Et il est à l'écran. Alors, pour juste le faire avancer, je vérifie. Il faut que Est-ce qu'on peut faire avancer le PowerPoint? Est-ce que vous m'entendez? Alors là, maintenant, Ivo Locatelli en direct. Ce sont les aléas du direct. Prochain slide. Visiblement, le Pavlov a un petit souci, donc on va mettre le prochain slide. D'accord. S'il vous plaît. Bon, en attendant, juste un petit mot introductif. D'abord, merci beaucoup aux organisateurs de me donner la chance d'intervenir dans cette superbe salle et également de faire pour la première une table ronde à moi tout seul, du moins en présentiel, et même si Ivo Locatelli devrait nous rejoindre dans un instant. Alors, j'ai prévu, enfin on m'a demandé de faire une petite ouverture européenne, c'est-à-dire expliquer comment se passe l'achat public vert dans d'autres pays européens. Compte tenu du temps limité qui m'est donné, 12 minutes et demie, je crois comprendre, je vais me limiter au cas italien. Il se trouve qu'à la chaire de droit des contrats publics, on mène des enquêtes de terrain à travers des interviews et des sondages en ligne, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'un projet financé par l'agence universitaire de la francophonie, avec 5 pays, dont l'Italie, et l'exemple italien paraît le plus intéressant. Juste un petit rappel, je pense que tout le monde est au courant, mais c'est bien de rappeler les échéances, avec un certain engouement pour l'achat public vert. Tout le monde a conscience de la loi climat et résilience adoptée en 2021, même si elle entrera en vigueur pour l'essentiel en 2026. Et puis, il ne faut pas oublier le Green Deal de la Commission européenne de 2020, qui envisageait en tout cas des mesures plus contraignantes en matière de commande publique verte, même si je crois comprendre que pour l'instant en tout cas ça n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Peut-être une prévention préalable, là c'est le professeur d'université qui parle, il y a quand même une difficulté à savoir ce qu'on entend par achat public vert.
il y a plusieurs critères d'appréciation. On parle de considération environnementale. Qu'est-ce qu'un achat public vert? Est-ce par son objet, par exemple une usine de traitement des ordures ménagères, ou alors par ses spécifications techniques, ses critères d'attribution, ses clauses? En fait, il n'y a pas de définition juridique de l'achat public vert, donc tout le monde l'entend un peu comme il l'entend justement à sa manière. On verra que ça peut poser problème. Je me permets de faire une petite comparaison de l'achat public vert dans l'Union européenne. C'est un schéma issu d'un article qui a été publié en 2021, une étude réalisée en 2019 par un auteur espagnol, catalan, Jordi Rossell, qui a essayé de déterminer les pays, entre guillemets, les plus vertueux au niveau européen. Alors, sachant que les chiffres que vous voyez là sont à relativiser, puisqu'il ne s'agit que des critères d'attribution qui prennent en compte l'environnement ou le développement durable publiés dans les fameux avis de marché dans la base de données TED. Donc ça n'est qu'une partie de l'achat public vert. On se rend compte que la France est plutôt bien placée puisqu'elle est elle est enfoncée. Alors plus c'est foncé, mieux c'est. Voilà, plus c'est foncé, mieux c'est, avec les pays scandinaves. Mais quand même, quand on rentre dans le détail des chiffres, on voit que même les pays les plus vertueux se situent entre 11 et 15% des achats publics dits verts. Évidemment, il faut encore le relativiser. Là, on était sur la période 2006-2017. Évidemment, ça ne prend pas en compte la dynamique récente. Et je pense qu'il y a toute une dynamique récente dont vous êtes les témoins. Mais ça permet quand même aussi de resituer sur le caractère très relatif. La représentante de la Commission européenne le disait tout à l'heure, tout le monde n'est pas aussi vertueux que Bordeaux, et ça l'illustre en quelque sorte. J'ajoute, en termes de données chiffrées, que l'Observatoire de l'économie de l'achat public a publié en 2018 aussi une enquête qui faisait état qu'en matière de clauses environnementales, on était à un chiffre de 13,6% des marchés publics qui avaient une clause environnementale. Alors, si on se concentre sur l'exemple italien, j'ai pris cet exemple parce que c'est assez intéressant en termes de réglementation, puisque l'Italie impose dans certains secteurs d'achat public des spécifications techniques obligatoires, donc en matière d'achat vert, des clauses obligatoires. Par contre, sur les critères d'attribution des achats publics, cela reste optionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans quels sont les secteurs concernés. Il y a 18 catégories, donc selon un décret italien de 2017, d'achats publics concernés par ces obligations environnementales. Ça va peut-être inspirer la Commission européenne, puisqu'on nous annonce pour 2030 donc une approche sectorielle. Et on voit des secteurs alors très généraux. Il y a un secteur travaux publics. Donc évidemment là c'est très très général. Puis on voit des choses un petit peu plus particulières, cartouches d'encre, imprimantes, voire couches, culottes. C'est assez surprenant, sauf quand on sait la difficulté à recycler ces produits en question. Donc ça c'est une approche par secteur. Mais qui a donné lieu quand même à des actions concrètes. Alors, dans le cadre de l'enquête de terrain qu'on a menée très récemment avec la Chaire, y compris pour le secteur français, enfin la France et le Portugal, la Suisse et le Québec, on a essayé d'identifier quelles étaient les barrières à l'achat public vert. Alors, ce matin, on a beaucoup parlé d'initiatives pour l'achat public vert. Je vais peut-être refroidir un petit peu l'assistance en parlant des barrières. Des freins. Pourquoi des freins? Pourquoi ça ne marche pas? Quand ça ne marche pas, pourquoi il y a si peu pour certaines collectivités, si peu d'achat public vert? Ce qui ressort dans l'enquête italienne, premier facteur, le manque d'expertise technique. Et là, ça renvoie à la question de la formation. Les difficultés liées au contrôle des offres, on a un petit peu parlé ce matin, comment contrôler que l'offre d'une entreprise effectivement respecte des considérations environnementales. Il y a la question du coût et de la complexité.
Il y a le fait de savoir si le marché, au sens économique du terme, est bien prêt. Et donc ça renvoie à ce qu'on a évoqué aussi ce matin, le fait de adapter aussi au secteur économique, alors pas seulement local, hein, c'est plus général, à ce qui est présent sur le marché. Il y a la question de l'insécurité juridique, j'y reviendrai en tant que professeur de droit, avec le risque d'atteinte à la concurrence. Et puis ce qui ressort, c'est le fait que ces 18 catégories ne sont pas en nombre suffisant, ce qui ressort dans les interviews. Mais c'est une première avancée d'obligation sectorielle de considération environnementale. Alors, sur ces freins, ces barrières à l'achat public vert, on retrouve beaucoup d'éléments qu'on trouve dans d'autres enquêtes, notamment menées par d'autres économistes. Peut-être que mon collègue et ami Stéphane Saussier vous en parlera cet après-midi, lui qui dirige la chaire d'économie des PPP à Paris. Il y a beaucoup d'enquêtes qui étudient ces freins et on retrouve cela en ajoutant peut-être ce qui manque dans cette enquête italienne. C'est un autre facteur identifié, c'est le manque de volonté politique et ou des managers, c'est-à-dire des supérieurs hiérarchiques. Et donc ça, c'est un facteur bloquant que l'on retrouve en la matière. On l'a dit ce matin, il y a beaucoup d'outils juridiques, et je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit, il y a beaucoup d'outils juridiques, on peut faire de l'achat public vert, on ne le fait pas toujours, et ça peut être des éléments explicatifs. Slide suivant, s'il vous plaît. Ça devrait arriver. Est-ce qu'on peut envoyer? Voilà. Voilà. Ce que j'ai voulu illustrer ici, c'est montrer aussi comment, à travers la jurisprudence italienne, on voit que ces obligations sont mises en place. Vous savez que le système juridique français est basé sur ce qu'on appelle en bon français le private enforcement, c'est-à-dire l'idée selon laquelle ce sont des concurrents qui vont s'assurer du respect de la règle par les acheteurs publics. Et donc, il y a des recours, et dans le cas italien, il y a eu évidemment des recours. Ils nous battent en termes de recours. On est pas mal en termes de recours contentieux en France, mais les Italiens sont encore plus forts que nous en matière de marché public. Et donc, il y a eu des exemples jurisprudentiels où le fait qu'une offre d'un concurrent ne respectait pas les spécifications techniques posées par décret. Hein. Les décrets posent des minimums de spécifications techniques. On peut aller plus loin au niveau local, mais là, l'offre ne respectait pas une certaine intensité lumineuse. Elle avait pourtant été choisie. Un concurrent a attaqué. Il a obtenu l'annulation de la procédure de passation. Et puis, il y a quand même le revers de la médaille, c'est-à-dire que la jurisprudence peut vérifier aussi que les spécifications techniques ne sont pas discriminatoires, et on rejoint la problématique de la concurrence. Et par exemple, en matière de restauration collective, l'autorité contractante exigeait un pourcentage de produits certifiés sans avoir mené une analyse de marché. Ça, c'est un exemple jurisprudentiel très intéressant, où on a sanctionné l'autorité contractante en disant « vous avez été trop exigeant ». Concrètement, on demandait aux entreprises d'avoir 2 certifications, dont la certification ISO 14001, et le juge a estimé qu'il n'y avait pas de nécessité d'avoir les 2 certifications. Et puis, évidemment, le non-respect des obligations légales peut conduire à l'annulation du contrat. Une petite réflexion en passant, on sait qu'on change un peu de paradigme avec l'achat public responsable. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on ne change pas complètement les choses, en ce sens que, et c'est quelque chose qui ressort un petit peu maintenant des débats, on passerait du comment on achète, avec l'achat public classique, au qu'est-ce qu'on achète. Et je suis persuadé que présenter les choses de cette manière, c'est un frein à l'achat public, parce que ça veut dire vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez. À mon sens, ça veut juste dire qu'on peut acheter quelque chose qui répond à ses besoins, mais d'une autre manière qui prend en compte les impacts environnementaux. Et puis, quand même quelque chose à noter, il n'y a pas eu d'accroissement significatif des recours contentieux en Italie du fait de ces obligations-là. Je vais passer à la slide suivante, s'il vous plaît.
Alors, quelques conclusions pour la France, puisque je comprends que le temps est compté. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des considérations environnementales obligatoires. On sait qu'on va vers ces considérations obligatoires avec la loi climat et résilience à l'échelle 2026. À mon sens, on aurait pu aller encore plus loin. Vous savez peut-être que le gouvernement a rejeté un amendement parlementaire qui imposait un minimum de 20% dans les critères de choix pour les considérations environnementales. Au motif d'ailleurs, invoqué devant le Parlement, que ça n'est pas adapté à tous les secteurs. Et on prenait l'exemple de la propriété, des services de prestations intellectuelles. Alors, effectivement, c'est peut-être délicat d'imposer un critère de choix dans les services de prestations intellectuelles. Enfin, on aurait pu avoir une approche par secteur. C'est pas parce que c'est pas adapté à certains secteurs qu'il ne faut pas imposer des obligations dans d'autres secteurs. Ce qui ressort aussi des enquêtes de terrain que nous avons pu mener, on en a parlé ce matin, c'est l'importance des plans d'action comme le fameux SPASER, notamment pour mettre tous les acteurs autour de la table. Alors quand on dit mettre tous les acteurs autour de la table, ça peut être à l'intérieur de la collectivité publique, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, et y compris les entreprises. Je crois que ça a été évoqué ce matin par Hervé Fournier. Il y a des travaux qui sont menés avec des entreprises pour faire quelque chose, comme disent les Anglais, qui est workable, c'est-à-dire qui est praticable. Et enfin, c'est une dernière remarque, peut-être en guise d'ouverture, prioriser l'achat public bas carbone, la décarbonation. Je crois que ça, c'est un vrai sujet. Il peut y avoir des objectifs contradictoires dans l'achat public puisqu'il peut y avoir des objectifs verts liés à la biodiversité, liés au bas carbone, liés à toute une série de considérations qui peuvent être potentiellement contradictoires. Et compte tenu des enjeux climatiques, il faut réfléchir, je pense, à l'achat public bas carbone. Et là, ça renvoie à une question qui est quand même une contradiction interne qui n'a peut-être pas été suffisamment soulignée ce matin. Si on met en avant des critères ou des considérations liées à l'impact carbone des achats publics, ça entre directement en contradiction avec les principes de libre circulation des marchandises en Europe. Et donc, peut-on laisser cette responsabilité aux acheteurs publics de dire « je vais imposer des critères bas carbone » alors qu'il y a cette menace, et là ça rejoint la question de l'insécurité juridique, il y a cette menace de contradiction avec les principes européens. Pour moi, on ne sortira pas et on ne pourra pas faire de l'achat public décarboné si on ne clarifie pas nettement dans les textes cette contradiction interne entre achat public vert et principe de libre circulation des marchandises. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, François Licher. Alors, dans l'oreille gauche, dans laquelle on me susurre un certain nombre de choses, Ivo Locatelli était là, et puis il est reparti, il est revenu, il est reparti. Donc, la technologie et la technique fait que je pense que nous aurons des difficultés à le joindre. Donc, de ce fait, eh bien, je vous propose que l'on aille directement à la partie questions-réponses. Si vous en avez, vous utilisez donc cet outil, ce QR code qui est sur votre badge. Sinon, à l'ancienne, vous levez la main, on vous passe un micro. Et puis, celles et ceux qui sont connectés, eh bien, peuvent évidemment, grâce au chat, faire parvenir les questions que je lirai sur les nombreux écrans qui sont face à moi. Sur le dernier point, François Licher, si vous permettez, quand vous dites « il faut que l'on clarifie », c'est-à-dire que c'est au niveau européen, au niveau national, que cela doit se faire. Alors, oui, au minimum national, mais s'agissant de pratiques qui peuvent être contraires au principe de libre circulation des marchandises, il faut une clarification au niveau européen. Alors, je sais que la tendance n'est pas à la modification des directives européennes, parce qu'on a peur de rouvrir tout le débat de la modification des directives marché et concession. Néanmoins, tant qu'au niveau européen, il n'y aura pas une clarification sur ce point, je ne vois pas un État, même la France, pouvoir dire, en tout cas il prendrait un risque de contrariété avec directive, pouvoir dire, vous pouvez par exemple mettre un facteur, un critère de choix à 30% ou à 40% de l'impact carbone en fonction de la provenance du produit. Ça paraîtrait
contraire directement et frontalement avec les principes européens. Et donc, on sait par ailleurs que l'achat public vert cache parfois des considérations de localisme. Et donc, il y a besoin de cette clarification en matière d'achat décarboné. Peut-être qu'une circulaire de la DAJ ferait du bien là-dessus, mais malgré ce, tant qu'il n'y a pas une clarification dans les textes européens, on ne va pas résoudre cette contradiction. Et d'ailleurs, dans les interviews qu'on a menées à la chaire dans le cadre de ce projet en France, on a été frappé du faible nombre de critères ou considérations liées à l'impact carbone. Il y a quelques exemples, mais très peu par rapport aux autres considérations environnementales. C'est peut-être lié, en tout cas c'est notre explication, à ce risque juridique de dire, écoutez, moi je veux bien tenir compte de l'impact carbone du produit acheté en Pologne, mais est-ce que je suis sûr que c'est bien conforme au principe de libre circulation? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y. On va vous passer un micro. Est-ce qu'une personne a un micro? Sinon, moi, je vous donne le mien. Voilà, celui qui n'est pas très loin. Vincent. Non, alors c'est celui qui ne fonctionne pas. Mauvais. Voilà, on vous en donne un. Très bien. Effectivement, sur cette question carbone, je rejoins professeur. Mais, alors, c'est peut-être pas la question discriminante à mettre en place. C'est la question des capacités d'analyse, tout simplement. C'est-à-dire que quels sont les acheteurs aujourd'hui outillés pour savoir mesurer, mais la mesure, je vais dire que c'est facile, c'est facteur d'émission, mais la problématique de périmètre, la méthodologie, sur quoi on s'assoit. Et donc là, ça revient, pour moi, les clauses carbone ne sont envisageables que par un dialogue très poussé avec les fédérations professionnelles ou les métiers, où là, on parle d'innovation, mais il faut faire confiance aussi aux acteurs économiques qui sont eux-mêmes engagés dans des grosses mécaniques de décarbonation pour qu'ils nous amènent à décarboner nous-mêmes nos achats. Mais on ne peut pas demander aux acheteurs publics, à mon avis, de piloter la dynamique carbone d'un marché public, enfin bas carbone, évalué dans le cas d'un marché public. Donc moi, je ne sais pas comment vous interpeller là-dessus, mais c'est à mon avis un point de fragilité de la clause carbone au-delà du risque juridique sur la non-discrimination. Non, je vous rejoins tout à fait, c'est un autre élément qui ressortait de l'enquête. Il y a la question de la compatibilité juridique et il y a la question technique de savoir comment on mesure effectivement l'impact carbone. D'ailleurs, il y a des vrais débats même en termes scientifiques là-dessus. Et effectivement, je crois qu'il faut une clarification. Alors là, sur le technique, on n'a pas besoin peut-être de clarification européenne, mais au moins nationale pour que tout le monde applique les mêmes critères. Et puisque j'ai le micro, je peux me permettre aussi une autre remarque. Je crois qu'il faut mener aussi une réflexion sur, on a parlé ce matin d'efficacité de la commande publique, il faut mener une réflexion sur l'efficacité de la commande publique au sens primaire du terme, l'achat public, presque le moins-disant, en tout cas le mieux-disant, avec la commande publique dans une approche plus globale et l'efficacité de la commande publique dans une approche plus globale. Et je me permets de cette remarque puisque c'est le thème du deuxième colloque de la chaire qui aura lieu dans l'autre belle ville de France, à Lyon, le 30 septembre. Donc, ça, c'est une jolie page de pub. Hein. Voilà, ça, c'est bien fait, bien joué. Donc le 30 septembre, c'est la Saint-Jérôme aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et je vous invite donc à Lyon avec le professeur. Y a-t-il d'autres questions plus sérieusement? Voilà, un micro circule. Et pendant ce temps-là, derrière, on tente de joindre Ivo. Monsieur, bonjour, présentez-vous, s'il vous plaît. Christophe Amoretian, France Urbaine. Juste en complément de l'intervention d'Hervé et de celle de François sur les coûts carbone, juste pour rappeler que l'article 36 de la loi Climat et Résilience prévoit que l'État fournira aux acheteurs au plus tard le 1er janvier 2025 des outils qui permettent de faire des analyses cycle de vie. Je le dis d'autant plus volontiers que je me permets de préciser que c'est un amendement qui avait été porté par France Urbaine et l'Institut national de l'économie circulaire. Et donc, dans ces outils ACV, j'entends bien qu'il y aura également des outils normalisés de calcul de coût carbone jusqu'au scope 3. Enfin, peut-être que Madame Bédier pourra nous le confirmer. Eh bien, Madame Bédier, qui est au premier rang, va nous le confirmer, nous l'infirmer, préciser. Nous avons exactement le même souhait. En fait, je me suis fait réprimander par ma collaboratrice parce que j'ai oublié d'en parler. Il faut effectivement que dans le cadre du PNAD, nous puissions avoir des analyses du coût du cycle de vie. C'est la seule manière d'avancer concrètement sur le sujet. Y compris avec les aspects carbone. Donc. De la discussion, mais oui. D'accord.
Gardons le micro pour celles et ceux qui sont connectés, qui puissent nous entendre. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Alors je vois que j'en ai un certain nombre qui sont sur l'écran qui est devant moi, et pour ne rien vous cacher, puisque je suis totalement transparent depuis ce matin avec vous, c'est écrit en police 9, autrement dit, il faut que je mette mes jumelles pour pouvoir voir ce qui est écrit à l'écran, mais néanmoins, je vais tenter de décrypter. Bonjour, l'évolution à l'échelle européenne sur la commande publique, et notamment cette question de compatibilité de bas carbone et libre circulation des marchandises, ne va-t-elle pas être menée dans le cadre du pacte vert européen ? Alors, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour le dire. Apparemment, d'après ce que je crois comprendre, c'est pas à l'ordre du jour, cette question de savoir si... en tout cas, ça, à mon sens, ça nécessiterait peut-être une modification des directives marché et concession. Et comme j'ai cru comprendre que ce n'était pas du tout le souhait au niveau de la Commission européenne, je ne pense pas que, en tout cas en termes de droit dur, de texte dur, je ne pense pas que ça sera clarifié par ce biais-là. Peut-être par d'autres moyens de droit mou, mais sur la réforme des directives, apparemment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Très bien, merci. Alors, je vais demander à Samira Bousseta, qui doit se trouver dans la salle, quelque part à mes côtés, qui est en fait le remplaçant, le joker d'Ivo Locatelli, mais sur scène. Donc, venez à nos côtés. Bonjour, soyez la bienvenue, installez-vous. Alors, je reprends les notes qui étaient les miennes. Ivo Locatelli devait nous parler des partenariats innovants. Une procédure peut-être pas souvent utilisée, peut-être encore un peu méconnue. Et donc Ivo Locatelli souhaitait mettre l'accent sur ces partenariats innovants en matière de commande publique à l'échelle européenne. Et c'est vous qui allez, sans filet, on vous en remercie, prendre la main sur sa présentation, si on peut la mettre à l'écran. Voilà, alors je suis allé un peu trop vite. Voilà, donc le bouton vert pour aller devant et le bouton en arrière, c'est le bouton rouge. Merci en tous les cas de remplacer Ivo au pied levé, Samira. Bonjour. Le micro bien près de la bouche. Bon, voilà. Bonjour, donc je suis Samira Bousseta, je travaille avec Ivo Locatelli et je suis dans l'unité sous la responsabilité de Katharina Klapnot-Wierlich. Je suis en charge des achats publics d'innovation et des achats durables. Et en fait, on a travaillé sur une étude donc en utilisant la base de données TED pour en savoir mieux en fait sur le recours, l'utilisation par les acheteurs publics en Europe du partenariat d'innovation. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le partenariat d'innovation, au cas où, en fait c'est un contrat, c'est une modalité contractuelle qui permet de faire en fait un 2 en 1, c'est-à-dire d'intégrer le processus de recherche et innovation et l'achat dans un seul et même contrat. Ce qui n'était pas le cas auparavant, avant les directives 2014, puisque vous deviez faire un contrat d'abord de R&D et ensuite relancer un appel d'offres ouvert. Donc en fait, avec ce contrat, normalement, cela aide à acheter des solutions, de développer, d'aider au développement de solutions innovantes et d'acheter les résultats de ce développement. Donc ce qu'on a découvert, donc c'est une étude qui porte sur les années 2016 à 2021. Donc ce qu'on a découvert, c'est qu'effectivement, on est sur des volumes qui sont assez conséquents. On était d'ailleurs assez étonnés de cela. Et par contre, ce qu'on a aussi découvert dans cette étude, c'est qu'il y avait on avait soit des projets qui étaient extrêmement volumineux, extrêmement importants en termes de budget, soit des projets aussi qui étaient plus petits. Et ce qu'on voit, c'est qu'en termes de progression sur les années, on a vraiment un développement assez fort du recours au partenariat d'innovation jusqu'à l'année 2020, et que la crise en fait du Covid a vraiment quelque part un petit peu impacté cette progression. Je passe à l'année d'après.
Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de contrats qui concernent, enfin même un grand nombre de contrats qui concernent des projets avec des volumes relativement petits en termes de budget. Et c'est vraiment très intéressant, en fait, ce type d'analyse, parce que ça permet en fait de voir que le partenariat innovation n'est pas fait que pour les très gros projets. On sait qu'il y a un très très gros projet que la SNCF a lancé via un partenariat innovation, avec un très très gros budget, mais on se rend compte aussi que des petits partenariats d'innovation avec des petits budgets, c'est totalement possible. Et on a entendu énormément de choses sur le fait que voilà, le partenariat d'innovation c'était que pour des très gros projets, mais on se rend compte que finalement dans la pratique, certains acheteurs publics se lancent dans le partenariat d'innovation, même si on est sur des petits budgets. Alors en termes de ventilation, on va dire sur le territoire de l'Union européenne, on se rend compte que la France est quand même pionnière. Bravo, j'allais dire, enfin moi je suis relativement fière parce que je suis française, donc voilà. Alors, je dirais pas qu'on était un petit peu étonnés, on s'attendait à avoir les pays nordiques, comme d'habitude, je dirais. Mais là, non. Alors peut-être aussi pour une raison assez simple, puisque la France a été la première à transposer le partenariat d'innovation dans le droit français dès 2014. Dès l'adoption en fait des directives, et c'est peut-être ce qui a permis effectivement d'avoir ce lancement un petit peu en amont, en avance par rapport à d'autres pays. Bon, on a quand même une représentation assez intéressante, et on voit que d'autres pays comme la République tchèque, même la Pologne, qu'on n'attendait pas forcément, prennent le risque, ces acheteurs publics prennent le risque entre guillemets de recourir au partenariat d'innovation. Alors je vais vite parce que j'ai très très peu de temps apparemment. En termes de secteur, on voit bien aussi que là la ventilation est vraiment très intéressante. On est quand même sur, ça couvre quand même un périmètre relativement large. Et sur les achats aussi transfrontaliers, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que des partenariats d'innovation ont été aussi attribués à des entreprises qui ne sont pas des entreprises forcément de l'État membre de l'acheteur public. Ça aussi, c'est une analyse qu'on essaye de faire. On essaye de voir quel est l'impact en termes sur le marché européen et les opportunités de business pour des entreprises européennes. Et là, on voit bien que le partenariat d'innovation, alors certes, on a un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, on a l'Inde, mais de manière assez large, on voit que c'est aussi un vecteur vraiment de développement, de croissance pour des entreprises qui répondent à des marchés publics, donc des partenariats d'innovation qui sont lancés par d'autres États membres. Et là aussi, donc on parlait beaucoup des PME, on voit que le partenariat d'innovation, c'est aussi un type de contrat fait pour les PME. On était aussi surpris, parce que bien entendu, qui dit contrat complexe, très souvent, en fait, on pense tout de suite aux grosses industries. Donc on voit que ce qui est très intéressant, c'est que non seulement on a des achats transfrontaliers qui sont poussés, donc des entreprises, des petites entreprises qui bénéficient de marchés lancés par certains acheteurs qui ne sont pas de leur État membre, mais aussi, c'est un contrat qui est aussi fait pour que des PME, et notamment des PME innovantes, y répondent. Et en termes d'objectifs politiques, bien entendu, la grosse part, c'est la partie développement environnemental. Et ça, c'était très intéressant, parce que dans le cadre de cette analyse, on n'a pas juste pris les analyses en tête, on a appelé les acheteurs publics. Et c'est vrai que l'objectif principal, c'est vraiment chercher des solutions innovantes et vertes. Et qui embarque, alors souvent, de l'intelligence artificielle, bien entendu, il y a toujours de la digitalisation derrière, mais c'est vraiment partenariat d'innovation comme support d'objectifs politiques, et notamment en matière de développement environnemental. Et du coup, on le voit effectivement quand on parle avec les acheteurs publics, les résultats obtenus grâce au partenariat d'innovation ont vraiment permis de développer tous les aspects de durabilité, donc vraiment d'acheter vraiment des solutions vertes avec beaucoup d'impact social, parce que très souvent on est sur du vert dans le secteur de la santé par exemple, donc on aura un impact social, et on va aussi bien entendu se servir pour dire nous sommes une collectivité
innovantes, un acheteur public innovant, et ça aide énormément les acheteurs publics à montrer en fait qu'ils sont en avance et qu'ils travaillent et qu'ils œuvrent à moderniser les services publics. Donc effectivement, les acheteurs publics, donc on a fait cette analyse et on a réussi à avoir un grand nombre d'entretiens avec des acheteurs publics un peu partout en Europe. Ils nous disent que, ok, le partenariat innovation, c'est vraiment super quand on veut développer une solution nouvelle qui répond à un besoin particulier, mais ça nécessite quand même de travailler sur une vraie consultation du marché. Alors je reviens sur le sourcing, c'est la consultation du marché, c'est-à-dire vraiment connaître son marché fournisseur, savoir avec qui on travaille, qui est sur quels sont les types d'entreprises, et puis derrière ça, bien entendu, quelles sont les technologies, après quelle est la chaîne. Donc je vais vraiment m'intéresser à mon marché fournisseur et essayer de le construire. Donc la consultation de marché, elle est vraiment cruciale. Et ensuite, on va vraiment instaurer un vrai partenariat. C'est un outil de collaboration entre acheteurs publics et entreprises innovantes, et on crée de la valeur ensemble. Et cette valeur-là, ensuite, elle se traduit dans l'exécution de marché. Donc, on a d'ailleurs fait tout un travail sur la partie droit de propriété intellectuelle, donc la valorisation du résultat issu de l'innovation qui est partagé. Tous les bénéfices sont partagés entre l'acheteur public et le marché. Et donc je fais le point donc sur la propriété intellectuelle. Nous, on n'a pas de dogme. On dit qu'effectivement, l'intérêt, il est quand même plutôt côté entreprise, de garder la propriété intellectuelle, mais ça doit être quelque chose qui doit faire l'objet vraiment d'une stratégie, d'être vraiment discuté et d'avoir les clauses qui sont appropriées pour l'intérêt de l'administration. Et ça, c'est très important quand on travaille sur des partenariats. Donc, on est dans quelque chose qui est du côté du win-win. Rapidement, si vous voulez continuer à suivre les résultats, parce que c'est une étude qu'on fait, donc là on a intégré les données de l'année 2020, on va intégrer l'année 2022, etc. Donc on va pouvoir suivre cette évolution-là. Vous pouvez nous suivre aussi bien sur LinkedIn que sur notre chaîne YouTube. Et pour ceux que ça intéresse, on vient de lancer une nouvelle newsletter. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous souhaitez vous y abonner. Merci. Merci beaucoup Samira d'avoir donc remplacé au pied levé Ivo Locatelli. Ne bougez pas. Avant de conclure, puisque c'est l'heure de conclure cette table ronde, j'ai une question toute simple sur la définition. Je regarde un peu la membre de la Commission européenne qui nous a parlé des définitions et que ça n'était pas elle les freins, mais néanmoins, qu'est-ce qu'un produit? Comment on définit un produit innovant et pour mettre en place un partenariat innovant? C'est-à-dire que ça n'existe pas sur le marché, c'est quelque chose qui n'est pas encore présent? Alors en fait, la définition même, c'est effectivement quelque chose qui est nouveau et qui n'est pas effectivement encore présent. Ça ne veut pas dire que les briques technologiques n'existent pas. Par contre, la solution en tant que telle qui doit répondre à mon besoin, en fait, celles qui existent ne répondent pas. Et donc je vais travailler avec les entreprises en fait pour vraiment développer cette solution-là. Donc l'innovation, elle doit être perçue aussi au niveau de l'acheteur par rapport à son besoin et par rapport à ce que le marché effectivement propose. Donc c'est vraiment on est dans une logique vraiment de co-développement et de co-création. Merci beaucoup Samira, merci professeur Licher, et puis je dis merci à Ivo Locatelli qui est derrière son écran, et malheureusement nous n'avons pas réussi à le joindre dans de bonnes conditions, à la fois son et image. Merci beaucoup. Dans un instant, une nouvelle table ronde, et je vous propose comme tout à l'heure de découvrir des entreprises donc, qui se sont investies dans l'économie sociale et solidaire. Nous allons découvrir l'entreprise Eshop de Bordeaux dans la fabrication de vêtements de travail et de chaussures de sécurité, et Skybird View, entreprise de Bordeaux également, qui est spécialisée dans le design et l'architecture de solutions pour systèmes autonomes. Aujourd'hui, 2/3 des 10 000 clients d'Eshop font partie du secteur public. Ça représente 4 000 mairies, 2 500 lycées, collèges et universités avec qui on travaille sous appel d'offres et en direct. Eshop, c'est une entreprise fabricante de vêtements de travail et de chaussures de sécurité qui est à Bordeaux depuis 30 ans. Notre solution responsable, c'est la longévité des produits. Parce que le vêtement qui pollue le moins, c'est celui qui dure. Alors à l'Eshop, on est fabricant, on mise à fond sur la qualité des tissus, des teintures
et la qualité de la confection pour que nos vêtements durent le plus longtemps possible. Chaque action compte. À l'Échoppe, on est tout petit, mais on habille quand même 100 000 personnes par an. Si ces 100 000 personnes-là portent des vêtements éco-responsables et qu'en plus ils en sont fiers, ben on aura fait du bien à la société et à la planète. On a eu la chance, il y a quelques temps, d'amorcer un marché avec Bordeaux Métropole sur le scanning et la réalisation de plans dans le cadre du schéma directeur de la métropole de Bordeaux. Nous avons engagé la société, en tout cas une part de la société, sur le recrutement de militaires blessés dans le cadre du coup de leur reconversion vers le secteur civil et afin de créer un lien nation-armée pour rendre à nos camarades qui ont donné une part d'eux-mêmes le nécessaire, en tout cas, pour qu'ils puissent se réintégrer sur des métiers innovants et opérationnels dans le monde civil. L'engagement RSE, c'est de répondre à des problématiques actuelles, donc écologiques, mais aussi sociétales et sociales. Et donc l'engagement se traduira par la volonté, en tout cas, de l'entreprise, que de remettre l'humain au centre même de sa politique de développement et de croissance. Et pour remettre l'humain, il faut gérer tout son environnement, que ce soit les aspects en effet environnementaux, mais aussi les aspects sociétaux.